Crime et châtiment par Dostoïevski, partie 17 du livre audio, chapitre 4 de la 5e partie du roman. Raskolnikov avait été l'avocat actif et vigoureux de Sonia contre Loujine, malgré le fait qu'il portait tant d'horreurs personnelles et de souffrances dans son âme. Mais, après tous les tourments du matin, il avait été heureux de changer ses impressions devenues insupportables. Son intervention en faveur de Sonia lui en avait donné l'occasion, sans parler du fait que cette intervention était en grande partie due à une cause personnelle, à une impulsion de son cœur. En outre, l'entrevue qu'il allait avoir avec Sonia l'inquiétait terriblement par moments. Il devait lui dire qui avait tué Lizaveta. Il sentait qu'il en souffrirait affreusement et il éprouvait un mouvement de recul. Aussi, lorsqu'il s'était exclamé, en sortant de chez Katerina Ivanovna, « Eh bien, qu'allez-vous dire maintenant, Sofia Ivanovna Semyonovna ?» Il était, de toute évidence, dans un état d'exaltation superficielle, de gaillardise, de défi, sous l'impression de sa récente victoire sur Loujine. Mais il lui arriva quelque chose d'étrange. Lorsqu'il parvint devant la porte de Kapernaumov, il se sentit sans force et plein d'effroi. Il s'arrêta, pensif, se posant une singulière question. « Dois-je dire qui a tué Lizaveta ?» La question était singulière parce qu'il sentit en même temps que non seulement il lui était impossible de ne pas le dire, mais qu'il lui était impossible de reculer. Ne fût-ce que d'une minute, l'instant où il le dirait. Il ne savait pas encore pourquoi, il l'avait simplement senti, et cette pénible sensation d'impuissance devant l'inéluctable l'écrasa littéralement. Pour couper court à ses réflexions et à la torture qu'il subissait, il ouvrit brusquement la porte et jeta, du seuil, un coup d'œil à Sonia. Elle était assise, les coudes sur la table et le visage enfoui dans les mains, mais en voyant entrer Raskolnikov, elle se leva brusquement et alla à sa rencontre, comme si elle l'avait attendu. « Que me serait-il arrivé sans vous ?» dit-elle, rapidement, en le rejoignant au milieu de la chambre. Il était visible que c'était cela qu'elle avait hâte de lui dire. C'était pour cela qu'elle l'avait attendu. Raskolnikov alla vers la table et s'assit sur la chaise qu'elle venait de quitter. Elle resta debout devant lui, exactement comme la veille. « Eh bien, Sonia ?» dit-il, et il sentit que sa voix tremblait. Toute l'affaire reposait sur la position sociale et les habitudes y afférentes. L'avez-vous compris, tout à l'heure ? La souffrance se peignit sur ses traits. « Ne me parlez pas comme hier, » l'interrompit-elle. « Je vous en prie, ne recommencez pas. J'ai assez souffert sans cela. » Elle se hâta de sourire, craignant que ce reproche ne lui plût pas. « J'ai été sotte de partir. Que se passe-t-il là-bas, maintenant ? Je voulais y aller, mais je pensais que vous viendriez. » Il lui raconta qu'Amalia Ivanovna voulait les chasser de l'appartement et Katerina Ivanovna s'était enfuie à la recherche de la vérité. « Oh, mon Dieu !» s'écria Sonia. « Venez vite !» et elle saisit sa cape. « Toujours la même chose !» s'exclama Raskolnikov avec irritation. « Vous n'avez que en tête. Restez avec moi. »« Et Katerina Ivanovna ?»« Katerina Ivanovna ne vous manquera évidemment pas. Elle viendra elle-même ici, puisqu'elle est sortie de chez elle, » ajouta-t-il hargneusement. « Si elle ne vous trouvait pas, vous en seriez responsable. » Sonia s'assit, dans une pénible incertitude. Raskolnikov se taisait, les yeux fixés au sol, réfléchissant à quelque chose. « Admettons que Loujine ne l'ait pas voulu, » commença-t-il sans regarder Sonia. « Mais s'il l'avait voulu, ou que cela fût entré dans ses calculs, il vous aurait fait jeter en prison, si moi et les Béziatnikov n'avions pas été là. N'est-ce pas ? » « Oui, » dit-elle d'une voix faible.
Oui, répéta-t-elle, distraite et inquiète à la fois. Et j'aurais très bien pu n'être pas là. Quant à Lebeziatnikov, il est entré par pur hasard. Elle se taisait toujours. Raskolnikov continua. Je pensais que vous alliez de nouveau vous écrier. Oh, ne dites pas cela, cessez. Raskolnikov se mit à rire, mais son rire était forcé. Alors, toujours silencieuse demanda-t-il après s'être tu un instant. Il faut bien parler de quelque chose. Je suis curieux de savoir, par exemple, comment vous auriez résolu une certaine question, comme dit Lebeziatnikov. Il commençait à s'effrayer. Non, écoutez, je parle sérieusement. Imaginez-vous, Sonia, que vous connaissiez toutes les intentions de Lougine. Supposez que vous sachiez, avec certitude, veux-je dire, qu'il fera périr Katerina Ivanovna, les enfants et vous aussi, en surplus, car vous ne vous considérez comme rien d'autre qu'en surplus. Poletchka de même, car elle suivra le même chemin. Bon, alors, s'il vous était donné de décider qui resterait en vie, je veux dire, laisseriez-vous Lougine vivre et continuer ses infamies, ou bien Katerina Ivanovna devrait-elle mourir? Que décideriez-vous? Qui des deux devrait mourir? Je vous le demande. Sonia le regarda avec inquiétude. Elle eut l'impression de percevoir quelque chose d'insolite dans ce discours mal assuré et obscur. Je pressentais que vous alliez me demander quelque chose de ce genre, dit-elle en lui jetant un regard inquisiteur. Bon, mais quand même, qu'auriez-vous décidé? Pourquoi poser une question sur quelque chose qui ne peut arriver? Dit Sonia avec répugnance. Donc, il vaut mieux que Lougine vive et fasse des infamies. Vous n'avez pas même osé trancher cela? Mais je ne peux pas connaître les desseins de la providence divine. Et pourquoi demandez-vous ce qu'on ne peut demander? Pourquoi ces questions vides de sens? Comment les choses peuvent-elles dépendre de ma décision? Et qui m'a fait juge de cette question? Qui doit vivre et qui doit mourir? Évidemment. Lorsque la providence divine s'y trouve mêlée, il n'y a plus rien à faire, grogna sombrement Raskolnikov. Dites plutôt franchement ce qu'il vous faut, s'écria douloureusement Sonia. Vous avez de nouveau une idée derrière la tête. Est-il possible que vous ne soyez venu que pour me torturer? Elle ne put en supporter davantage et se mit à sangloter. Il la regardait plein d'une sombre angoisse. 5 minutes passèrent. Tu as quand même raison, dit-il enfin, doucement. Son expression avait changé. Son ton, artificiellement insolent et provoquant, bien qu'impuissant, avait disparu. Sa voix même avait fléchi. Je t'avais pourtant dit que je ne viendrais pas demander pardon, et voilà que j'ai commencé par cela. Ce que j'ai dit au sujet de Lougine et de la Providence, c'était pour te demander pardon. Cela revenait à demander pardon, Sonia. Il voulut sourire, mais son pâle sourire eut quelque chose d'inachevé, comme un aveu d'impuissance. Il pencha la tête et se couvrit le visage des mains. Et soudain, une étrange, une inattendue sensation de haine pour Sonia traversa son cœur. Il leva la tête et la regarda, comme s'il était étonné et effrayé par cette impression, mais il rencontra son regard anxieux et plein d'une douloureuse sollicitude. Il y avait là de l'amour. Sa haine s'évanouit comme un spectre. Ce n'était pas cela. Il avait pris un sentiment pour un autre. Cela signifiait uniquement que la minute était arrivée. Il se couvrit à nouveau le visage de ses mains et pencha la tête. Soudain, il pâlit. Il se leva, regarda Sonia et, sans avoir rien dit, il s'assit machinalement sur son lit. Cette minute était atrocement pareille à celle où, debout derrière la vieille, la hache déjà libérée de la boucle, il s'était rendu compte qu'il n'y avait plus un instant à perdre. « Qu'avez-vous » demanda Sonia, terriblement effrayée. Il ne put rien prononcer. Ce n'était pas du tout ainsi qu'il aurait voulu lui apprendre la chose, et il ne comprenait pas très bien ce qui se passait en lui.
Elle s'approcha doucement et s'assit sur le lit, à côté de lui, sans le quitter des yeux. Son cœur sautait dans sa poitrine. C'était devenu insupportable. Il tourna vers elle son visage mortellement pâle. Ses lèvres remuaient, mais aucun son n'en sortait. L'horreur envahit le cœur de Sonia. « Qu'avez-vous » répéta-t-elle, avec un léger mouvement de recul. « Ce n'est rien, Sonia. N'aie pas peur. Des bêtises. C'est ainsi, si l'on y réfléchit, » bredouillait-il avec l'air inconscient d'un homme en délire. « Pourquoi suis-je venu te torturer, toi ?» ajouta-t-il soudain en la regardant. « Vraiment ? Pourquoi ? Je me pose sans cesse cette question, Sonia. » Il s'était peut-être posé cette question il y avait un quart d'heure, mais il la formulait maintenant sans force, à peine conscient, en sentant un frisson continu dans tout son corps. « Oh, comme vous vous faites souffrir !» dit-elle douloureusement en scrutant son visage. « Tout ça, ce sont des bêtises. Voici, Sonia. » Il sourit soudain. Dieu sait pourquoi. D'un sourire pâle et languissant qui persista près de 2 secondes sur ses lèvres. « Te rappelles-tu ce que je voulais te dire hier ?» Sonia attendait, inquiète. « J'avais dit, en partant, que je te disais peut-être adieu pour toujours, mais que, si je revenais aujourd'hui, je te dirais, qui a tué Lisaveta ?» Elle frissonna soudain tout entière. « Alors, je suis venue te le dire. »« Alors, vous aviez vraiment l'intention ?» chuchota-t-elle péniblement. « Comment le savez-vous » demanda-t-elle vivement, comme si elle reprenait conscience. Sonia respirait avec difficulté. Son visage pâlissait de plus en plus. « Je le sais. » Elle se tut pendant près d'1 minute. « On l'a découvert, lui ?» demanda-t-elle timidement. « Non. »« Alors, comment savez-vous cela ?» demanda-t-elle encore une fois, d'une voix à peine audible, après un nouveau silence d'1 minute. Il se retourna vers elle et scruta attentivement son visage. « Devine » prononça-t-il, avec son sourire déformé et impuissant. Tout le corps de Sonia frissonna comme s'il était secoué par des convulsions. « Mais pourquoi me faites-vous peur ainsi ?» prononça-t-elle en souriant comme une enfant. « Je suis donc son grand ami, puisque je sais, » continua Raskolnikov en la regardant fixement, comme s'il n'avait pas la force de détourner le regard. « Il ne voulait pas tuer cette Lisaveta. Il l'a tuée, sans le faire exprès. Il voulait tuer la vieille, lorsqu'elle serait seule, et il est venu. Alors est arrivée Lisaveta. Alors, il l'a tuée aussi. » Une horrible minute passa encore. Ils se regardaient toujours. « Alors, tu ne devines pas ?» demanda-t-il soudain, avec la sensation de se précipiter du haut d'un clocher. « Non » souffla Sonia d'une voix à peine audible. « Cherche bien. » Lorsqu'il eut dit cela, une sensation déjà connue lui glaça l'âme. Il la regarda et, dans ses traits, il vit les traits de Lisaveta. Il se rappelait distinctement l'expression du visage de Lisaveta au moment où il s'approchait d'elle, la hache en main, et où elle se reculait vers le mur, la main avancée dans un geste de protection, un effroi enfantin peint sur ses traits. Elle avait eu tout à fait la mine d'un tout petit enfant qui, ayant commencé à prendre peur, aurait regardé fixement l'objet de sa terreur et, reculant, sa petite main tendue pour se protéger, aurait été prêt à pleurer. Quelque chose d'approchant arrivait maintenant à Sonia. Elle le regardait avec un effroi semblable, avec la même impuissance et, soudain, elle avança sa main gauche et, appuyant à peine ses doigts contre la poitrine de Raskolnikov, elle se leva lentement, s'écartant de plus en plus de lui, le regardant de plus en plus fixement.
Sa terreur se communiqua tout à coup à Raskolnikov. Le même effroi se peignit sur ses traits. Il la regarda exactement de la même façon et presque avec le même sourire enfantin. « Tu as deviné ?» chuchota-t-il. « Mon Dieu !» L'horrible cri avait jailli de sa poitrine. Elle tomba sans force sur le lit, la figure dans les oreillers. Mais elle se releva un instant plus tard, se rapprocha de lui saisit les deux mains et, les serrant de toutes ses forces dans ses doigts minces, elle riva de nouveau son regard sur le visage de Raskolnikov. Ce regard désespéré voulait découvrir un dernier espoir. Mais il n'y avait pas d'espoir. Il ne restait aucun doute. Tout était bien ainsi. Plus tard, lorsqu'elle se souvenait de cette minute, elle trouvait étrange, bizarre, qu'elle eût compris immédiatement, à cet instant-là, qu'il n'y avait plus de doute. Elle ne pouvait pas alléguer, par exemple, qu'elle avait pressenti quelque chose de pareil. Mais à peine lui eut-il parlé qu'il sembla à Sonia qu'elle avait précisément prévu cela. « Allons, Sonia, cesse, ne me torture pas » demanda-t-il douloureusement. Ce n'est pas du tout ainsi qu'il avait pensé dévoiler son secret. Mais cela se fit ainsi. Comme une insensée, elle se leva d'un bond et alla vers le milieu de la chambre en se tordant les mains. Mais elle revint rapidement et s'assit de nouveau à ses côtés, épaule contre épaule. Soudain, elle frissonna comme si une idée horrible l'avait transpercée. Elle poussa un cri et elle se précipita, ne sachant même pas pourquoi, à genoux devant lui. « Qu'avez-vous fait là ? Qu'avez-vous fait contre vous-même » prononça-t-elle avec désespoir et, se soulevant vivement, elle se jeta à son cou, l'entoura de ses bras et le serra de toutes ses forces. Raskolnikov se recula et la regarda avec un pénible sourire. « Tu es bizarre, Sonia, » dit-il. « Tu m'embrasses lorsque je viens de te dire cela. Tu ne sais pas ce que tu fais. »« Non, non, il n'y a personne de plus malheureux que toi au monde » s'exclama-t-elle, comme si elle parlait dans le délire, sans avoir entendu ses remarques, et, soudain, elle se mit à sangloter comme une personne en proie à une crise nerveuse. Un sentiment qu'il n'avait plus connu depuis longtemps submergea son âme et l'adoucit tout à coup. Il ne lui résista pas. 2 larmes perlèrent à ses yeux et restèrent suspendues à ses cils. « Alors, tu ne me laisseras pas, Sonia ?» dit-il, la regardant avec un espoir hésitant. « Non, non, jamais !» s'exclama Sonia. « Je te suivrai partout, partout. Oh, mon Dieu ! Oh, infortunée que je suis ! Pourquoi donc ne t'ai-je pas connue auparavant ? Pourquoi n'es-tu pas venue plus tôt ? Oh, mon Dieu ! Mais je suis venue. Maintenant ? Que faire à présent ? Ensemble, ensemble, répétait-elle, comme inconsciente, en l'entourant de nouveau de ses bras. Je te suivrai au bagne. Il frissonna violemment. Son sourire haineux, presque arrogant, lui revint sur les lèvres. Mais, Sonia, je ne veux peut-être pas encore aller au bagne, dit-il. Sonia lui jeta un rapide coup d'œil. Après le premier sentiment de pitié passionnée et douloureuse qu'elle avait eu pour le malheureux, l'idée du meurtre lui revint. Elle crut discerner le meurtrier dans le ton changé qu'il avait pris pour lui parler. Elle le regarda avec stupéfaction. Elle ne savait encore rien, ni pourquoi, ni comment ce crime avait été accompli. Maintenant, toutes ces questions affluèrent d'un coup dans sa conscience. Et de nouveau, elle ne put y croire. Lui, un assassin. Mais est-ce possible ? Mais qu'est-ce ? Mais où suis-je donc ? Prononça-t-elle, profondément stupéfaite, ne parvenant pas encore à rassembler ses esprits. Mais comment, vous, avez pu vous résoudre à cela ? Mais pourquoi ? Mais pour voler. Cesse, Sonia, répondit-il avec fatigue, et, aurait-on dit, avec dépit. Sonia était abasourdie, mais soudain, elle s'écria « Tu avais faim ?
C'était pour aider ta mère? Oui. Non, Sonia, non, murmura-t-il en s'écartant et en détournant la tête. Je n'avais pas tellement faim. Je voulais, en effet, aider ma mère, mais ce n'est pas ça non plus. Ne me torture pas, Sonia. La jeune fille joignit les mains. Mais est-il vraiment possible que ce soit la réalité? Mon Dieu, la réalité ne peut être comme cela. Comment pourrait-on y croire? Et comment se fait-il que vous donniez tout ce qui vous reste et que, d'autre part, vous ayez tué pour voler? Ah! S'écria-t-elle soudain. Cet argent que vous avez donné à Katerina Ivanovna, cet argent, mon Dieu, est-ce possible que cet argent… Non, Sonia, se hâta-t-il de l'interrompre. Ce n'était pas cet argent-là. Tranquillise-toi. Cet argent m'avait été envoyé par ma mère, par l'intermédiaire d'un marchand, et je l'ai reçu lorsque j'étais malade, le jour même où je l'ai donné. Razumikine l'a vu, c'est lui qui l'a touché à ma place. Cet argent m'appartenait en propre, il était bien à moi. Sonia l'écoutait, irrésolue, en essayant de toutes ses forces de comprendre. Et l'autre argent, du reste, je ne sais même pas s'il y avait de l'argent, ajouta-t-il doucement, tout pensif. Je lui ai enlevé alors la bourse, en peau de chamois du cou. Une bourse bien remplie, toute bourrée, mais je ne l'ai pas ouverte. Je n'en ai pas eu le temps, sans doute. Et les objets, des boutons de manchette et des chaînes, j'ai caché le lendemain tous ces objets et la bourse sous une pierre, dans une cour. Perspective V. Tout se trouve en cet endroit, à présent. Sonia écoutait de toute son attention. Alors, pourquoi donc? Pourquoi avez-vous dit que c'était pour voler, puisque vous n'avez rien pris pour vous? Demanda-t-elle vivement, s'accrochant à cette idée comme un noyé à une paille. Je ne sais pas. Je n'ai pas encore décidé si je prendrai ou non cet argent, prononça-t-il, devenant à nouveau pensif et, soudain, revenant à lui, il eut un rapide sourire. Ah! Quelle bêtise je viens de te dire, n'est-ce pas? Une pensée vint brusquement à Sonia. N'est-il pas fou? Mais elle l'abandonna tout de suite. Non, il y a là quelque chose d'autre. Elle n'y comprenait rien, rien du tout. Tu sais, Sonia, dit-il soudain avec une sorte d'inspiration, voici ce que je te dis. Si je l'avais égorgée parce que j'avais faim, continua-t-il en appuyant sur chaque mot et en la regardant d'une façon sincère mais énigmatique, alors je serais heureux maintenant. Sache-le. Et que t'importe, s'écria-t-il un instant plus tard, avec une sorte de désespoir. Que t'importe que je t'avoue ou non que j'ai mal agi? Que t'importe ce stupide triomphe sur moi? Oh, Sonia, est-ce pour cela que je suis venue ici, maintenant? Sonia voulut de nouveau dire quelque chose, mais elle ne le put. C'est parce que tu es tout ce qui me reste que je te disais hier de venir avec moi. Venir où? Demanda timidement Sonia. Ce n'est pas pour aller voler ni tuer, ne crains rien. Ce n'est pas pour cela, dit-il avec un sourire mordant. Nous sommes différents. Et, tu sais, Sonia, ce n'est que maintenant que j'ai compris où je t'appelais hier. Hier, lorsque je te disais de venir, je ne comprenais pas moi-même où. Je t'appelais pour une seule raison. J'étais venu ici pour une seule raison. Pour te dire, ne m'abandonne pas. Tu ne m'abandonneras pas, Sonia? Elle lui serra la main avec force. Pourquoi lui ai-je dit? Pourquoi lui ai-je dévoilé que j'ai tué? S'écria-t-il avec désespoir 1 minute plus tard, en la regardant avec une souffrance infinie. Voilà, tu attends des explications, Sonia. Tu restes là à attendre, je le vois. Que te dirai-je? Tu n'y comprendras rien, et tu t'épuiseras à force de souffrance. À cause de moi. Voilà que tu pleures et que tu m'embrasses de nouveau. Allons, pourquoi m'embrasses-tu? Parce que je n'ai pu supporter le poids tout seul et que je suis venu me décharger sur toi. Souffre, toi aussi, cela me soulagera.
Et tu peux aimer un homme aussi vil ? Mais ne souffres-tu pas également ? S'écria Sonia. De nouveau, le même sentiment effleura son âme et l'adoucit immédiatement. Sonia, j'ai un cœur méchant. Remarque-le. Cela peut expliquer beaucoup de choses. C'est parce que je suis méchant que je suis venu. Il y en a qui ne seraient pas venus. Mais moi, je suis lâche et vil. Mais, soit. Il n'est pas question de tout cela. Il nous faut parler, maintenant. Et je ne sais comment commencer. Il s'interrompit et devint pensif. « Ah, nous sommes différents !» s'écria-t-il de nouveau. « Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Et pourquoi suis-je venu ? Je ne me le pardonnerai jamais. » « Non, non, c'est bien que tu sois venu. Il vaut mieux que je le sache. Beaucoup mieux. » Il la regarda avec douleur. « Alors, c'est ainsi, en somme, dit-il, comme s'il se décidait. C'est ainsi que cela s'est passé. Voici. Je voulais devenir un Napoléon. C'est pour cela que j'ai tué. Alors, est-ce compréhensible, maintenant ? Non, souffla Sonia avec naïveté et timidité. Seulement, parle. Je comprendrai en moi-même, suppliait-elle. Tu comprendras ? Bon, on verra. Il se tut et réfléchit longuement. Voici les faits. Je me suis un jour posé cette question, que serait-il arrivé si Napoléon s'était trouvé à ma place ? Et s'il n'avait eu, pour commencer sa carrière, ni Toulon, ni l'Égypte, ni le passage du Mont-Blanc ? Et si, au lieu de toutes ces choses, belles et monumentales, il n'avait eu devant lui que quelque ridicule petite vieille, une veuve de fonctionnaire, qu'il aurait dû, de plus, tuer pour lui dérober l'argent contenu dans son coffre. L'argent nécessaire à sa carrière, tu comprends ? Alors, qu'en penses-tu ? Se serait-il décidé à cela s'il n'y avait pas eu d'autre moyen ? Aurait-il été choqué par le fait que cela manquait trop de décorum et aurait-il été arrêté par l'idée que c'est un péché ? Bon alors, je me suis torturé longtemps en réfléchissant à cette question. Si bien que j'ai eu terriblement honte lorsqu'enfin j'ai trouvé, comme ça, tout à coup, que non seulement il n'en aurait pas été choqué, mais qu'il ne lui serait pas même venu à l'esprit que cela manquait de décorum. Il n'aurait même pas compris pourquoi on pourrait être choqué par cela. Et si vraiment il n'avait pas eu d'autre moyen, il aurait étranglé la vieille de façon à ce qu'elle ne puisse pousser un cri, sans la moindre hésitation. Alors, moi non plus, je n'ai plus hésité. Et j'ai tué, suivant l'exemple magistral. Et c'est exactement comme cela que ça s'est passé. Tu ris ? Oui, Sonia, le plus risible, c'est que c'est peut-être ainsi que cela s'est passé. Sonia n'avait nulle envie de rire. Parlez-moi plutôt avec franchise. Sans exemple, demanda-t-elle encore plus timidement et d'une voix à peine audible. Il se tourna vers elle, la regarda tristement et la prit par les mains. Tu as raison à nouveau, Sonia. Tout cela, ce sont des bêtises. C'est presque du bavardage. Tu vois, tu sais que ma mère ne possède presque rien. Ma sœur a reçu de l'instruction, par hasard, et elle est destinée à traîner une vie de gouvernante. J'étais tout leur espoir. Je faisais mes études, mais je ne pouvais subvenir à mes besoins et j'ai été contraint de quitter provisoirement l'université. Si j'avais réussi à faire traîner les choses ainsi, je serais devenu un instituteur ou un fonctionnaire au traitement annuel de 10 000 roubles, et cela dans 10 ou 12 ans. Il parlait comme s'il récitait une leçon apprise. Pendant ce temps, ma mère se serait desséchée à force de soucis et de chagrins, et je n'aurais quand même pu la tranquilliser complètement. Et ma sœur, eh bien, ma sœur, elle aurait pu avoir un sort pire encore. Et puis, pourquoi aurais-je dû passer toute ma vie à côté des possibilités de l'existence ? Pourquoi aurais-je dû négliger ma mère et, par exemple, supporter patiemment que l'on offensât ma sœur ? Pourquoi ? Pour pouvoir, après les avoir enterrés, fonder un autre foyer encore, avoir femme et enfants,
Et puis les laisser sans un morceau de pain à se mettre sous la dent? Alors, j'ai décidé de prendre possession de l'argent de la vieille, de l'employer pour ses premières années, d'enlever ainsi à ma mère ses tourments et ses soucis en ce qui concerne mes études et les premiers pas après l'université. Et j'ai décidé de faire tout cela largement, radicalement, de façon à me faire une carrière nouvelle, à me frayer une voie indépendante. Alors, c'est tout. Et évidemment, j'ai mal agi en tuant la vieille. Et cela suffit. Il arriva avec peine, tout épuisé, à la fin de son récit, et baissa la tête. « Oh non, ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela !» s'exclama anxieusement Sonia. « Et il n'est pas possible que ce soit ainsi. Non, ce n'est pas ainsi. » « Tu vois toi-même que ce n'est pas ainsi. Mais moi j'ai parlé sérieusement. J'ai dit la vérité. »« Cela, une vérité ? Oh, mon Dieu !»« Mais je n'ai tué qu'un pou, Sonia. Un pou inutile, mauvais, néfaste. »« Ce pou était un être humain. »« Mais je le sens bien aussi, que ce n'est pas un pou, » répondit-il en la regardant bizarrement. « Mais en fait, je radote, Sonia, ajouta-t-il. Je radote depuis longtemps. Ce n'est toujours pas cela, tu as raison. Les causes sont tout autres. Il y a déjà longtemps que je n'ai plus parlé avec personne, Sonia. J'ai fort mal à la tête, maintenant. » Ses yeux avaient une lueur fébrile. Il était à nouveau presque en proie au délire. Une expression inquiète se voyait sur son visage. Une effrayante faiblesse était visible à travers l'excitation de son esprit. Sonia comprit combien il souffrait. Elle-même commençait à avoir le vertige. Et puis, il parlait d'une façon si étrange. Elle comprenait bien quelque chose, mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Oh, mon Dieu! Et elle se tordait les mains de désespoir. « Non, Sonia, ce n'est pas ainsi !» commença-t-il de nouveau, levant soudain la tête, comme s'il était étonné et agité par une nouvelle direction prise par ses pensées, et qui lui aurait découvert une perspective nouvelle. « Ce n'est pas ainsi. Ce serait mieux de supposer... Oui, c'est en effet mieux. Suppose que je sois égoïste, envieux, méchant, vil, rancunier et que je sois encore enclin à la folie. Disons donc tout à la fois. On avait déjà parlé de folie auparavant, je l'ai remarqué. Je t'ai dit tout à l'heure que je ne pouvais pas payer mes études, mais peut-être n'aurais-je pas dû le faire. Ma mère m'aurait envoyé l'argent nécessaire aux inscriptions et j'aurais gagné moi-même ce qu'il me fallait pour les bottes, les vêtements et le pain. Cela est sûr, les leçons me réussissaient. On me les payait 1 demi-rouble. Razumikine le fait bien. Mais je me suis aigri et je n'en ai pas voulu. Je me suis vraiment aigri. C'est le mot qu'il faut. Je me suis retiré dans mon coin comme une araignée. Tu as déjà été dans mon réduit, tu as vu. Sais-tu, Sonia, que les chambres étroites et les plafonds bas écrasent l'âme et l'intelligence? Oh, comme je détestais ce réduit. Mais je ne voulais quand même pas en sortir. Exprès. Je n'en sortais pas pendant des journées entières et je ne voulais pas travailler. Je ne voulais même pas manger. Je restais toujours couché. Quand Nastasia m'apportait de la nourriture, je mangeais. Quand elle ne m'en apportait pas, je restais ainsi. Je ne lui demandais rien, volontairement, par méchanceté. Je n'avais pas de lumière la nuit. Je restais couché dans l'obscurité et je ne voulais pas gagner l'argent nécessaire à l'achat d'une bougie. Il aurait fallu étudier et j'avais vendu mes livres. Un doigt de poussière couvre encore mes notes de cours et les cahiers qui sont sur ma table. Je préférais rester couché, à penser. Je pensais toujours. Et je faisais toujours des rêves, divers rêves étranges, inutile de dire lesquels. Et c'est alors qu'il me sembla, pour la première fois, que... Non, ce n'est pas ainsi. Ce n'est pas encore cela. Tu vois, je me demandais toujours pourquoi, sachant que les autres sont bêtes. Et cela, je le sais à coup sûr. Pourquoi je n'essayais pas d'être plus malin qu'eux? J'ai compris, par après, que si j'avais dû attendre que tous deviennent intelligents, cela aurait été trop long.
Après, j'ai compris que cela ne sera jamais, que personne ne change, que personne n'est capable de les changer et qu'il est inutile de se fatiguer pour essayer de les changer. Oui, c'est ainsi. C'est leur loi. Leur loi, Sonia. C'est ainsi. Et je sais maintenant, Sonia, que c'est celui qui est ferme et fort d'esprit et d'intelligence qui est le maître. Celui qui ose beaucoup est justifié par eux. Celui qui se moque le plus des choses, celui-là est leur législateur, et celui qui est le plus décidé, celui-là a raison. C'était ainsi, et ce sera toujours ainsi. Seul un aveugle ne le discernerait pas. Raskolnikov, quoiqu'il regardât Sonia, en disant cela, ne se préoccupait plus de ce qu'elle comprit ou non. La fièvre avait entièrement pris possession de lui. Il était dans une sorte de sombre extase. Vraiment, il y avait déjà longtemps qu'il n'avait plus parlé à personne. Sonia devina que ce sombre catéchisme était devenu sa foi et sa loi. « J'ai compris alors, Sonia, » continua-t-il solennellement, « que le pouvoir n'est donné qu'à celui qui ose se baisser pour le ramasser. Il suffit uniquement, d'oser. » Une certaine pensée m'est venue alors, pour la première fois de ma vie. Une pensée qui n'était encore jamais venue à personne, à personne. Il devint pour moi aussi évident que le jour, que personne n'a osé jusqu'ici et n'osera jamais, en passant devant toute cette absurdité, l'envoyer aux 100 000 diables. J'ai voulu oser faire cela. Et j'ai tué. Je n'ai voulu qu'oser, Sonia. Voilà la raison de tout. « Oh, taisez-vous, taisez-vous » s'écria Sonia en frappant ses mains l'une contre l'autre. « Vous vous êtes éloigné de Dieu, et Dieu vous a frappé. Il vous a livré aux démons. » À propos, Sonia, figure-toi que, lorsque j'étais couché dans l'obscurité, il me semblait toujours que c'était le diable qui me tentait. Qu'en penses-tu ? Taisez-vous, ne riez pas, blasphémateur. Vous ne comprenez rien. Oh mon Dieu, il ne comprend rien du tout. Tais-toi, Sonia, je ne ris nullement. Je sais bien que c'est le diable qui m'a poussé. Tais-toi, Sonia, tais-toi, répéta-t-il sombrement avec insistance. Je sais tout. J'ai réfléchi à tout cela. Je me le suis murmuré lorsque je restais couché dans l'obscurité. J'ai débattu tout cela avec moi-même, jusqu'au moindre point. Je sais cela à fond. Et j'en avais tellement par-dessus la tête de tout ce bavardage. J'aurais voulu tout oublier et tout commencer à nouveau, Sonia. Et j'aurais voulu mettre un terme à ce bavardage. Est-il possible que tu penses que j'ai été tué, tête baissée comme un imbécile ? J'ai fait cela intelligemment, et c'est ce qui m'a perdu. Penses-tu vraiment que j'ignorais, par exemple, que, dès l'instant où je m'étais mis à me demander si j'avais le droit de prendre ce pouvoir, je n'avais plus ce droit-là ? Et que si je posais la question « L'homme est-il un pou ?» c'est que l'homme n'est pas un pou pour moi, mais qu'il l'est pour celui à qui cette question ne vient même pas à l'esprit, qui va tout droit au but sans se poser de questions. Si je me suis débattu tant de temps en me demandant si Napoléon l'aurait fait, c'est que je sentais clairement que je ne suis pas un Napoléon. Toute la torture de ce bavardage, je l'ai soufferte, Sonia, et j'ai voulu la secouer de mes épaules. J'ai voulu, Sonia, tuer sans casuistique, tuer pour moi seule. Je n'ai pas voulu mentir dans cette affaire, même à moi. Ce n'est pas pour aider ma mère que j'ai tué. Bêtise que tout cela. Ce n'est pas pour devenir le bienfaiteur de l'humanité, après avoir obtenu les moyens et les pouvoirs, que j'ai tué. Bêtise. J'ai simplement tué pour moi seule. Et que je sois devenu le bienfaiteur de quelqu'un ou que, au contraire, j'ai, comme une araignée, établi mes filets, sucé la sève de tout ce qui y serait tombé, pendant toute ma vie. Tout cela ne m'inquiétait nullement à ce moment-là. Et ce n'est pas d'argent que j'avais besoin, Sonia, quand j'ai tué. Ce n'est pas tant l'argent, mais autre chose que je voulais. Maintenant, je sais tout cela. Comprends-moi. Si j'avais poursuivi mon chemin dans cette direction-là,
Peut-être n'aurais-je jamais commis de meurtre. C'est autre chose que je voulais savoir. C'est autre chose qui m'a poussé au meurtre. Il fallait que je sache, au plus vite, si j'étais un pou, comme tout le monde, ou un être humain. Suis-je capable de franchir le mur, ou ne le suis-je pas? Oserais-je, ou non, me baisser pour ramasser? Suis-je une tremblante créature, ou ai-je le droit... Le droit de tuer? Vous prétendez avoir le droit de tuer? S'exclama Sonia en entrechoquant ses mains. Oh, Sonia, toi! S'écria-t-il avec irritation. Il voulut objecter quelque chose, mais il se tut avec mépris. Ne m'interromps pas, Sonia. Je voulais te dire une seule chose. Le diable m'y a poussé et, après coup, il m'a expliqué que je n'avais pas le droit d'y aller parce que je suis un pou comme les autres, exactement. Il s'est moqué de moi, et alors je suis venu chez toi. Reçois ton hôte. Si je n'étais pas un pou, serais-je venu chez toi? Écoute, lorsque je suis allé chez la vieille, je n'y étais allé que pour essayer. Sache-le. Et vous l'avez tué? Tué? Mais de quelle façon l'ai-je tué? Est-ce qu'on tue comme cela? Est-ce ainsi qu'on s'y prend pour tuer? Une fois, je te raconterai ça. Comment j'y suis allé? Est-ce la vieille que j'ai tuée? C'est moi-même, et non la vieille que j'ai tuée. Là, je me suis exterminé pour l'éternité. C'est le diable qui a tué la vieille, ce n'est pas moi. Assez, assez, Sonia, assez. Laisse-moi, s'écria-t-il soudain, saisi par une angoisse convulsive. Laisse-moi. Il posa ses coudes sur ses genoux et serra, comme dans un étau, sa tête entre ses mains. « Quelle souffrance !» cria Sonia d'une voix déchirante. « Alors, que faire maintenant, dis ?» demanda-t-il en relevant soudain la tête, le visage déformé, enlaidi par le désespoir. « Que faire ?» s'écria-t-elle en bondissant soudain sur ses pieds. Ses yeux, qui jusqu'ici avaient été pleins de larmes, se mirent tout à coup à briller. « Lève-toi !» Elle le saisit par l'épaule. Il se leva, la regardant avec stupéfaction. « Va, tout de suite, à l'instant, au carrefour, prosterne-toi, embrasse d'abord la terre que tu as souillée, incline-toi alors devant le monde entier, dans les 4 directions, et dis à tous, à haute voix, « J'ai tué !» Alors Dieu t'enverra de nouveau la vie. « Tu iras ?» lui demandait-elle, toute tremblante, comme dans un accès de fièvre, en saisissant ses mains, en les serrant de toutes ses forces et en le transperçant de son regard de feu. Il fut stupéfait par son soudain enthousiasme. « Tu veux parler du bagne, Sonia ? Tu veux que je me dénonce ?» demanda-t-il sombrement. « Il faut accepter la souffrance. Il faut te racheter. »« Non, je ne le ferai pas, Sonia. »« Et comment vas-tu vivre ? Comment pourras-tu vivre ?» s'exclama Sonia. « Est-ce possible, maintenant ? Comment pourrais-tu parler à ta mère ? Oh, qu'adviendra-t-il d'elle à présent ? Mais quoi, tu as déjà abandonné ta mère et ta sœur ? Eh bien, que te dirais-je ? Tu les as abandonnés ? Oh mon Dieu, s'écriait-elle, mais tu sais tout cela. Comment pourrais-tu vivre sans compagnie humaine ? Qu'adviendra-t-il maintenant de toi ? Ne sois pas un enfant, Sonia, prononça-t-il doucement. De quoi suis-je coupable envers eux ? Pourquoi irais-je me dénoncer ? Que leur dirais-je ? Tout cela n'est que mirage. Ils font eux-mêmes périr des millions d'hommes, et ils prennent cela pour une vertu. Ce sont des escrocs et de vils individus, Sonia. Je n'irai pas. Et que leur dirais-je ? Que j'ai tué ? Mais je n'ai pas osé employer l'argent. Que je l'ai caché sous une pierre ? Ajouta-t-il avec un sourire caustique. Mais ils vont se moquer de moi, ils vont me dire « Tu as été bien bête de ne pas le prendre. » Un lâche et un imbécile. Ils ne comprendront rien, Sonia. Et ils ne sont pas dignes de comprendre. Pourquoi irais-je ? Je n'irai pas. Ne sois pas un enfant, Sonia. Tu ne pourras pas supporter ta souffrance. Tu périras, répétait-elle avec désespoir.
en tendant ses mains vers lui dans un geste d'imploration. « Je me suis peut-être calomnié, remarqua-t-il, sombre et pensif. Peut-être suis-je quand même un être humain, et non pas un pou. Peut-être me suis-je trop hâté de m'accuser. Je lutterai encore. » Un arrogant sourire naissait sur ses lèvres. « Souffrir une telle torture, et toute la vie, toute la vie. Je m'y habituerai, prononça-t-il d'un air sombre et réfléchi. Écoute, reprit-il une minute plus tard, assez pleuré. Il est temps de parler d'affaires sérieuses. Je suis venu te dire que l'on me cherche, que l'on essaie de m'attraper. Oh, s'écria Sonia, effrayée. Eh bien, pourquoi as-tu poussé ce cri? Tu voulais que j'aille au bagne, et à présent tu t'effraies? Mais voici ce qu'il y a. Je ne me laisserai pas prendre. Je lutterai encore contre eux et ils ne feront rien. Ils n'ont pas de véritables preuves. Hier, j'ai été en grand danger et j'ai pensé que c'en était fait de moi. Mais aujourd'hui, les choses se sont arrangées. Toutes leurs preuves sont des armes à double tranchant, c'est-à-dire que je puis retourner leurs accusations à mon profit, tu comprends? Et je les retournerai, car je sais comment il faut faire à présent. Cependant, l'on me mettra à coup sûr en prison. Si un certain incident n'était pas arrivé, l'on m'aurait sans doute déjà arrêté aujourd'hui. Il n'est d'ailleurs pas trop tard encore. Mais ce ne sera rien, Sonia. J'y resterai quelque temps, puis on me relâchera. Parce qu'ils n'ont aucune véritable preuve, et ils n'en auront pas, j'en donne ma parole. Ce qu'ils ont ne suffit pas pour faire condamner un homme. Allons, c'est assez. Je dis ça seulement pour que tu saches. Quant à ma mère et à ma sœur, je tâcherai de leur faire oublier leurs inquiétudes et de ne pas les effrayer. Ma sœur est à l'abri du besoin, à présent, je crois. Par conséquent, ma mère... Allons, c'est tout. Sois quand même prudente. Viendras-tu me voir lorsque je serai en prison? Oh oui, oui. Ils étaient assis l'un à côté de l'autre, tristes et abattus, comme des êtres jetés par la tempête sur un rivage désert. Il regardait Sonia et il sentait combien d'amour il y avait en elle pour lui. Et, chose étrange, il lui fut pénible et douloureux de se sentir aimé ainsi. Oui, c'était une sensation étrange et effrayante. En allant chez Sonia, il s'était rendu compte qu'elle était son espoir et son unique refuge. Il avait pensé se décharger, ne fût-ce que d'une partie de sa souffrance, et soudain, maintenant que tout le cœur de Sonia s'était tourné vers lui, il sentit et prit conscience qu'il était devenu incomparablement plus malheureux qu'auparavant. « Sonia, dit-il, j'aime mieux que tu ne viennes pas me voir lorsque je serai en prison. » Sonia ne répondit pas. Elle pleurait. Quelques minutes passèrent. « As-tu une croix à ton cou ?» demanda-t-elle d'une façon inattendue, comme si elle venait de penser à cela. Il ne comprit pas tout d'abord la question. « Tu n'en as pas, n'est-ce pas ? Tiens, prends celle-ci. C'est une croix de cyprès. J'en ai une autre, une petite, celle de Lisaveta. Elle et moi, nous avions échangé nos croix. Elle m'avait donné la sienne, et moi, je lui ai donné la mienne. Je porterai maintenant celle de Lisaveta, et celle-ci est pour toi. Prends, elle est à moi, suppliait-elle. Nous allons souffrir ensemble, nous porterons ensemble la croix. Donne, dit Raskolnikov. Il ne voulait pas lui faire la peine. Mais il retira néanmoins brusquement la main qu'il avait tendue. Pas maintenant, Sonia. Il vaut mieux que je la prenne plus tard, ajouta-t-il pour la tranquilliser. Oui, il vaut mieux, ce sera mieux, approuva-t-elle, séduite par l'idée. Lorsque tu partiras pour expier, tu la mettras. Tu viendras chez moi, je te la passerai au cou, et tu te mettras en route. À cet instant, quelqu'un frappa 3 coups à la porte. « Vous permettez, Sofia Semyonovna ?» dit une voix polie et connue. Sonia se précipita vers la porte, tout effrayée. La tête blonde de M. Lebeziatnikov apparut dans l'entrebâillement. Chapitre 5.
Lebeziatnikov avait l'air inquiet. « C'est vous que je voulais voir, Sofia Semyonovna. Excusez-moi. Je pensais bien vous rencontrer ici, dit-il en s'adressant soudain à Raskolnikov. C'est-à-dire que je ne pensais rien du tout de ce genre, mais je pensais précisément... Katerina Ivanovna est devenue folle là-bas, jeta-t-il tout à coup à Sonia, abandonnant Raskolnikov. Sonia poussa un cri. Du moins, c'est ce qu'il semble. D'ailleurs, nous ne savons pas ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il y a. Elle est revenue, on ne sait d'où. Je crois qu'on l'a chassée. Peut-être l'a-t-on battue. Du moins, c'est ce qu'il semble. Elle est allée chez le chef de Semyon Sakharovitch. Elle ne l'a pas trouvé chez lui. Il dînait chez un autre général. Imaginez-vous qu'elle a couru là-bas, chez cet autre général, et elle a réussi à se faire recevoir par le chef de Semyon Sakharovitch. Il a même quitté la table. Pouvez-vous vous représenter ce qui s'est passé là-bas ? On l'a chassée, évidemment. Elle raconte qu'elle l'a injuriée et qu'elle lui a lancé quelque chose, un objet. On peut même supposer... Je ne comprends pas comment on ne l'a pas arrêtée. Maintenant, elle raconte cela à tout le monde, à Amalia Ivanovna aussi. Mais il est difficile de la comprendre tant elle crie et s'agite. Ah oui, elle dit que, puisque tout le monde l'a abandonnée, elle prendra les enfants avec elle et elle ira dans la rue avec un orgue de barbarie. Les enfants vont chanter et danser, et elle aussi, et ils vont ramasser de l'argent. Ils vont aller chaque jour chanter sous la fenêtre du général. Qu'il voit, dit-elle, comment les honorables enfants d'un fonctionnaire sont obligés de traîner dans la rue. Elle bat les enfants et ils pleurent. Elle apprend à Lénia à chanter Outorok et aux petits garçons à danser, à Polina Mikhailovna aussi. Elle déchire toutes ses robes. Elle en fait des bonnets pour les enfants, comme pour des acteurs. Elle veut prendre la cuvette avec elle pour la frapper en guise de musique. Elle ne veut rien écouter. Imaginez-vous. Comment est-ce possible ? Ce n'est pas permis. Lebeziatnikov aurait continué, mais Sonia, qui l'écoutait, le souffle coupé, saisit soudain sa cape, son chapeau, et sortit en courant de la chambre, s'habillant en marchant. Raskolnikov sortit ensuite. Lebeziatnikov le suivit. « Elle est vraiment devenue folle, dit-il à Raskolnikov en sortant avec lui en rue. Je ne voulais pas effrayer Sofia Semyonovna et j'ai dit « C'est ce qu'il semble, mais il n'y a pas de doute possible. On dit que ce sont des tubercules qui poussent sur le cerveau quand on est phtisique. Dommage que je ne connaisse pas la médecine. Du reste, j'ai essayé de la persuader, mais elle ne veut rien entendre. » « Vous lui avez parlé de tubercules ? » ?»« Non, pas tout à fait. D'ailleurs, elle n'aurait rien compris. Dois-je vous dire que si l'on persuade quelqu'un qu'il est inutile de pleurer, en somme, eh bien ce quelqu'un cessera de pleurer. C'est clair. Vous ne croyez pas qu'il cessera de pleurer ? La vie serait trop facile ainsi, répondit Raskolnikov. Permettez. Évidemment, Katerina Ivanovna aurait peine à le comprendre. Mais savez-vous qu'on a déjà fait de sérieuses expériences à Paris sur la possibilité de guérir les fous en agissant sur eux par la seule persuasion logique ? Un professeur de là-bas, qui est mort récemment, un savant sérieux, a imaginé qu'on peut les guérir de cette façon. Son idée fondamentale est qu'il n'y a pas de dérangement spécial dans l'organisme d'un fou et que la folie est pour ainsi dire une faute de logique, une faute de jugement, une conception erronée des choses. Il réfutait progressivement les arguments du malade et, imaginez-vous, il est arrivé ainsi à de bons résultats. Mais, comme il s'est servi, en outre, de la douche, ces résultats sont discutables. Du moins, c'est ce qu'il me semble. Raskolnikov n'écoutait plus depuis longtemps. Arrivé à la hauteur de la maison où il habitait, il quitta Lebeziatnikov en lui faisant un signe de tête et tourna sous le porche. Lebeziatnikov reprit ses esprits, regarda autour de lui et continua son chemin. Raskolnikov pénétra dans son réduit et s'arrêta au milieu de celui-ci. « Pourquoi suis-je revenu ici ?» pensa-t-il. Il regarda le papier de tapisserie jaunâtre et usé, la poussière, le divan. Un bruit continu de coups secs lui parvenait de la cour.
On clouait sans doute quelque chose. Il s'approcha de la fenêtre, se haussa sur la pointe des pieds et examina longuement la cour avec un air d'attention extrême. Mais celle-ci était vide et ceux qui clouaient étaient invisibles. À gauche, dans le pavillon, on voyait quelques fenêtres ouvertes. Il y avait de maigres géraniums sur les appuis de ces fenêtres et du linge pendu au dehors. Tout cela, il le connaissait par cœur. Il s'éloigna de la fenêtre et s'assit sur le sofa. Jamais, jamais il ne s'était senti si affreusement seul. Oui, il sentit encore une fois qu'il pouvait vraiment se mettre à haïr Sonia, et ceci précisément maintenant qu'il l'avait rendue plus malheureuse. Pourquoi suis-je allé lui demander ses larmes, pensa-t-il. Pourquoi lui avait-il été nécessaire d'empoisonner sa vie? Quelle vilainie! Je resterai seul, prononça-t-il tout à coup avec décision. Et elle ne viendra pas me voir lorsque je serai en prison. 5 minutes plus tard, il leva la tête et eut un bizarre sourire. Une étrange pensée lui était venue. Peut-être serais-je mieux au bagne. Il ne se rappelait plus depuis combien de temps il était resté assis avec ses pensées indéterminées grouillant dans sa tête, lorsque la porte s'ouvrit et Avdotia Romanovna entra. Elle s'arrêta tout d'abord et le regarda du seuil, comme lui-même avait fait tout à l'heure avec Sonia. Ensuite, elle s'avança et s'assit en face de lui, sur la chaise qu'elle avait occupée la veille. Il la regarda silencieusement, la pensée absente. « Ne te fâche pas, Rodia. Je ne viens que pour 1 minute, » dit Dounia. L'expression de son visage était pensive, mais non austère. Son regard était clair et calme. Il voyait que celle-ci aussi était venue chez lui avec amour. « Frère, je sais tout maintenant. Tout. Dmitri Prokofitch m'a tout expliqué et tout raconté. On te persécute et on te torture à cause d'une stupide et hideuse suspicion. Dmitri Prokofitch m'a dit qu'il n'y a aucun danger et que tu as tort de prendre cela au tragique. Je ne pense pas ainsi, et je comprends parfaitement que tu sois révolté et que ton indignation peut laisser des traces en toi pour toute la vie. Je crains cela. Je ne t'accuse pas, et je ne peux pas t'accuser de nous avoir abandonnés. Excuse-moi de te l'avoir reproché auparavant. Je sens bien en moi-même que si j'avais eu un très grand chagrin, je serais partie également. Je ne raconterai rien à notre mère à ce sujet, mais je lui parlerai, sans cesse de toi. Et je lui dirai de ta part que tu viendras la voir très bientôt. Ne t'inquiète pas pour elle, je la tranquilliserai. Mais toi, ne la fais pas périr à force d'angoisse. Viens ne fût-ce qu'une fois. Rappelle-toi qu'elle est ta mère. Et maintenant, je ne suis venue que dans le but de te dire, Dounia se leva, que si jamais tu as besoin de moi, ou si tu as besoin de ma vie tout entière ou de quelque chose, fais un signe, j'accourrai. Adieu. Elle se détourna d'un mouvement brusque et marcha vers la porte. Raskolnikov l'arrêta. « Dounia !» s'écria-t-il, et il s'approcha d'elle. « Ce Razumikine, Dmitri Prokofitch, c'est un homme vraiment excellent. » Les joues de Dounia se colorèrent légèrement. « Alors ?» demanda-t-elle après avoir attendu un instant. « C'est un homme pratique, travailleur, honnête et capable d'aimer beaucoup. Adieu, Dounia. » Dounia rougit violemment, puis, immédiatement, elle devint inquiète. « Mais qu'y a-t-il, Rodia? Nous séparons-nous vraiment pour l'éternité? Pourquoi fais-tu un pareil testament ?»« C'est égal. Adieu. » Il se détourna et se dirigea vers la fenêtre. Elle resta un moment à le regarder, pleine d'inquiétude, et sortit enfin, alarmée. Non, il n'était pas indifférent. Il y avait eu un moment, le dernier moment, où il avait eu terriblement envie de la serrer dans ses bras et de lui dire adieu, et même de lui dire tout, mais il n'osa même pas lui tendre la main. «
Elle pourrait bien frissonner plus tard en se souvenant que je l'ai embrassée. Elle pourrait dire que je lui ai volé son baiser. Pourrait-elle le supporter, celle-ci, ajouta-t-il à part soi, quelques minutes plus tard. Non, elle ne pourrait le supporter. Elle n'est pas de celles qui le supporteraient. Il pensa à Sonia. Une bouffée d'air frais souffla de la fenêtre. Il ne faisait plus aussi clair dehors. Il saisit soudain sa casquette et sortit. Il ne pouvait, et d'ailleurs, il ne voulait pas s'occuper de sa santé. Mais cette agitation continuelle et toute cette horreur ne pouvaient passer sans influencer son état, et s'il n'était pas actuellement couché en proie à la fièvre, c'était peut-être parce que cette agitation intérieure, continuelle, le soutenait et le préservait de l'évanouissement, mais tout cela était artificiel et provisoire. Il erra sans but. Le soleil se couchait. Ces derniers temps, il ressentait une étrange angoisse. Elle n'avait rien de mordant, de brûlant, mais elle avait un cachet permanent d'éternité. Il pressentait des années et des années de cette froide, de cette mortelle angoisse sans issue. Il pressentait quelque éternité sur un pied d'espace. Quand le soir descendait, cette sensation le torturait davantage encore. Comment se retenir de faire une bêtise lorsqu'on est saisi par une de ces faiblesses stupides, purement physiques, en relation avec quelques couchers de soleil? Je serais bien capable d'aller non seulement chez Sonia, mais aussi chez Dounia, murmura-t-il haineusement. On l'interpella. Il se retourna. Les Béziatnikov se précipitaient vers lui. « Imaginez-vous que j'ai été chez vous. Je vous cherche. Figurez-vous qu'elle a fait comme elle a dit. Elle est partie avec les enfants. Sofia Semyonovna et moi avons eu toutes les peines du monde à les retrouver. Elle frappe sur une poêle et elle oblige les enfants à danser. Ceux-ci pleurent. Ils s'arrêtent au carrefour et près des boutiques. Une foule de badauds les suit. Venez. » « Et Sonia ?» demanda Raskolnikov avec inquiétude, se hâtant de suivre les Béziatnikov. « Elle est hors d'elle-même, c'est-à-dire, pas Sofia Semyonovna, mais Katerina Ivanovna. D'ailleurs, Sofia Semyonovna est également affolée. Quant à Katerina Ivanovna, elle est complètement hors d'elle-même. Je vous le dis, elle est devenue tout à fait folle. On les emmènera au commissariat. Imaginez-vous comme cela va impressionner. Elles sont maintenant sur le quai du canal, près du pont Z, tout près de chez Sofia Semyonovna. C'est à 2 pas. » On voyait un petit groupe de gens sur le quai du canal, pas très loin du pont, et à une distance de 2 maisons avant d'arriver à l'immeuble où habitait Sonia. Il y avait surtout des petits garçons et des petites filles du quartier. La voix rauque de Katerina Ivanovna était déjà perceptible du pont. Et, en effet, c'était un étrange spectacle, capable d'intéresser le public de la rue. Katerina Ivanovna, vêtue de sa méchante robe, du châle de drap, d'un petit chapeau de paille défoncé, perché, comme une vilaine bosse, sur le côté de sa tête, semblait vraiment hors d'elle-même. Elle était fatiguée et elle suffoquait. Son visage de phthisique, épuisé par les souffrances, paraissait plus douloureux que jamais. Du reste, un phthisique paraît toujours plus malade et plus défiguré en rue, au soleil, qu'à l'intérieur d'une maison. Mais son excitation ne tombait pas, et elle devenait, de minute en minute, plus irritable. Elle se précipitait vers les enfants, criait sur eux, les suppliait, leur apprenait, ici même, devant le public, comment il fallait danser. Elle se mettait à leur expliquer pourquoi c'était nécessaire. Leur incompréhension la mettait au désespoir, et elle les frappait. Ensuite, sans avoir achevé ce qu'elle disait, elle se précipitait vers le public. Si elle remarquait un curieux assez correctement vêtu, elle se mettait tout de suite à lui expliquer où en étaient arrivés ses enfants. D'une maison honorable, et on peut même dire aristocratique. Si elle entendait un rire ou quelques remarques provocantes dans la foule, elle se précipitait tout de suite sur les insolents et se querellait avec eux. Certains riaient, en effet, d'autres branlaient la tête. Tout le monde était curieux de voir cette folle avec ses enfants effrayés. La poêle, dont avaient parlé les Béziatnikov, était absente de la scène. Du moins, Raskolnikov ne la vit pas,
Mais au lieu de frapper sur une poêle, Katerina Ivanovna frappait dans ses mains desséchées pour marquer la mesure lorsqu'elle forçait Poletchka à chanter et Lenia et Kolya à danser. Elle essayait elle-même de chantonner, mais chaque fois sa voix était interrompue, dès la deuxième note, par la toux. Elle tombait alors dans le désespoir, maudissait sa toux et pleurait. Ce qui la mettait surtout hors d'elle-même, c'étaient les sanglots et la terreur de Kolya et de Lenia. Elle avait, en effet, essayé de costumer les enfants comme des chanteurs ou des chanteuses de rue. Le petit garçon, qui devait figurer un Turc, portait un turban fait d'un chiffon rouge et blanc. Il n'y avait pas eu assez de loques pour faire un costume à Lenia. Elle lui avait mis un petit chapeau, plutôt un bonnet, rouge en poil de chameau, qui avait été porté par feu Semyon Zakharovitch. Un morceau de plume d'autruche y était fiché, qui avait appartenu à la grand-mère de Katerina Ivanovna et avait été conservé dans le coffre comme un souvenir de famille. Poletchka était vêtue de sa robe ordinaire. Elle regardait sa mère, timidement, toute perdue. Elle marchait à sa suite, et devinant sa folie, ravalait ses larmes, regardant avec inquiétude autour d'elle. La rue et la foule l'effrayaient terriblement. Sonia ne quittait pas Katerina Ivanovna d'une semelle. Elle pleurait et la suppliait sans relâche de retourner à la maison. Mais Katerina Ivanovna était inflexible. « Cesse, Sonia, cesse !» criait-elle en se hâtant, tout essoufflée, d'une voix coupée par la toux. « Tu ne sais pas ce que tu demandes, tu es comme une enfant. Je t'ai déjà dit que je ne retournerai pas chez cette Allemande. Que tout Pétersbourg voit comment mendient les enfants d'un honorable père qui, toute sa vie durant, a servi fidèlement l'État et qui, peut-on dire, est mort à son poste. » Katerina Ivanovna s'était déjà créé ce mirage et elle y croyait fermement. « Que ce misérable petit général puisse voir. Tu es sotte aussi, Sonia. Qu'allons-nous manger à présent? Dis-moi. Nous t'avons assez exploité. Je ne veux plus continuer ainsi. »« Oh, Rodion Romanovitch, c'est vous !» s'exclama-t-elle en voyant Raskolnikov et en s'élançant vers lui. « Faites comprendre, je vous prie, à cette petite sotte qu'il est impossible de faire quelque chose de plus malin. On donne des sous, même aux joueurs d'orgue de Barbarie. Alors nous, on nous remarquera sûrement. On saura que nous sommes une famille pauvre et honorable tombée dans la misère. Et ce petit général perdra sa place, vous verrez. Nous irons chaque jour chanter sous ses fenêtres, et si sa majesté passait, je me mettrais à genoux, je ferais avancer ceux-ci, et je les lui montrerais. Protège-les, père. Il est le père des orphelins. Il est miséricordieux. Il les protégera, vous verrez. Et ce petit général, il le... Lenia. Tenez-vous droite. Toi, Kolya. Tu vas danser, de nouveau, maintenant. Pourquoi renifles-tu? Tu pleures encore? Eh bien, de quoi as-tu peur, petit sot? Mon Dieu! Que voulez-vous que je fasse avec eux, Rodion Romanovitch? Si vous saviez comme ils sont bornés. Allons, que voulez-vous que je fasse d'eux? Et elle lui montrait les enfants qui sanglotaient, tout en pleurant elle-même, ce qui ne gênait pas son débit extrêmement rapide. Raskolnikov essaya de la persuader de retourner. Il lui dit même, pour agir sur son amour-propre, que ce n'était pas convenable pour elle d'aller ainsi par les rues, comme font les joueurs d'orgue de Barbarie, elle qui se préparait à être directrice d'une honorable pension pour jeunes filles. « Directrice d'une pension !» Elle s'esclaffa. « Elle est fameuse, la vie d'Outremont !» s'écria Katerina Ivanovna, qui fut prise de tout après son éclat de rire. « Non, Rodion Romanovitch, mon rêve s'est évanoui. Tout le monde nous a abandonnés. Et ce misérable petit général... Vous savez, Rodion Romanovitch, je lui ai lancé un encrier à la tête. C'était dans l'antichambre même. Il y avait justement un encrier, là, sur la table, à côté de la feuille où j'ai dû signer. Alors, j'ai signé, j'ai lancé l'encrier et je me suis enfuie. Oh, misérable, misérable! Bah, je m'en fiche. Maintenant, je vais les nourrir moi-même. Je ne m'inclinerai plus devant personne.
Nous l'avons assez torturé. Elle montra Sonia. Poletchka, combien d'argent a-t-on ramassé? Montre. Comment? 2 kopecks seulement? Oh, les misérables! Ils ne font rien, ils ne font que courir à nos trousses, la langue pendante. Eh bien, qu'a-t-il à rire, ce butor? Elle montra quelqu'un de la foule. Tout cela arrive parce que Kolka a si peu de jugeote. Que veux-tu, Poletchka? Parle-moi français. Je t'ai appris, tu connais quelques phrases. Et sinon, comment saurait-on que vous êtes des enfants d'une famille honorable? Des enfants bien élevés, et tout à fait différents des autres joueurs d'orgue de Barbarie. Ce n'est pas un Petrouchka quelconque que nous allons présenter dans la rue, mais nous allons chanter une romance honorable. Ah oui, qu'allons-nous chanter? Vous m'interrompez toujours, et nous... Vous voyez, nous nous sommes arrêtés ici, Rodion Romanovitch, pour choisir l'air que nous allons chanter. Quelque air sur lequel Kolya pourrait danser. Car nous faisons tout cela sans préparatif, imaginez-vous. Il faut que nous tombions d'accord de façon à tout répéter. Et puis, nous irons perspective Nevski, où il y a beaucoup de gens de la haute société et où nous serons tout de suite remarqués. Lénia connaît le Outorok. Seulement, c'est toujours le Outorok et tout le monde le chante. Nous devrions chanter quelque chose de beaucoup plus honorable. Eh bien, qu'as-tu trouvé, Kolya? Tu devrais aider ta mère. C'est la mémoire qui me fait défaut. Sinon, je me serais souvenu. Nous ne pouvons tout de même pas chanter le hussard appuyé sur son sabre. Oh, chantons en français les 5 sous. Je vous ai appris cette chanson, ne dites pas non. Et surtout, l'on entendra tout de suite que nous chantons en français, et on saura que vous êtes des enfants de l'aristocratie, et ce sera beaucoup plus touchant. On pourrait même essayer Marlborough s'en va en guerre, car c'est tout à fait une chanson enfantine et elle s'emploie dans toutes les maisons aristocratiques lorsqu'on veut bercer les enfants. Marlborough s'en va en guerre, ne sait quand reviendra, commença-t-elle à chanter. Non, mieux vaut chanter les 5 sous. Allons, Kolka, mets les poings sur les hanches, et toi, Lénia, tourne ainsi dans le sens opposé. Poletchka et moi, nous allons chanter, et frapper dans les mains. 5 sous, 5 sous, pour monter notre ménage. Elle se mit à tousser. Arrange ta robe, Poletchka, elle te tombe des épaules, remarqua-t-elle en toussant et en suffoquant. Maintenant surtout, vous devez être convenable et montrer vos belles manières pour que tout le monde voie que vous êtes des enfants de la noblesse. J'avais dit qu'il fallait couper le corsage plus long, et de plus, il aurait fallu mettre l'étoffe en double. C'est toi, Sonia, qui m'a conseillé alors de le faire plus court, et voilà cette enfant affreusement mise. Eh bien, vous pleurez toujours, mais qu'avez-vous à pleurer, sot que vous êtes? Allons, Kolya, commence vite, vite, vite. Oh, quel enfant insupportable. 5 sous, 5 sous. De nouveau un soldat. Eh bien, que te faut-il? Un agent se frayait, en effet, un chemin à travers la foule. Mais, en même temps, un monsieur en uniforme et en manteau d'ordonnance, un fonctionnaire posé, d'une 50aine d'années, portant la cravate d'un ordre, cette dernière circonstance était très agréable à Katerina Ivanovna et influença l'agent, s'approcha d'elle et lui tendit un billet vert de 3 roubles. Une sincère compassion se peignait sur ses traits. Katerina Ivanovna prit l'argent, s'inclina poliment et non sans quelque cérémonie. « Je vous remercie, monsieur, commença-t-elle avec hauteur. Les raisons qui vous ont poussé. Prends l'argent, Poletchka. Tu vois, il y a quand même des gens honorables et généreux, prêts à venir en aide à une noble dame en détresse. Vous voyez, monsieur, des orphelins de bonne maison, qui ont des relations aristocratiques, pourrait-on dire. Et ce misérable petit général était assis à table et mangeait des gélinottes. Il s'est mis à frapper le sol des pieds parce que je l'ai dérangé. Votre honneur, lui ai-je dit, protégez les orphelins, vous qui connaissiez intimement feu Sémion Zakharovitch, et puisque le jour de sa mort, le plus odieux des chenapans a calomnié sa fille. De nouveau ce soldat. Protégez-moi, cria-t-elle au fonctionnaire. Pourquoi ce soldat m'ennuie-t-il? L'un d'eux nous a déjà fait fuir de la rue Metchanskaya. Allons, que te faut-il, imbécile?
C'est parce qu'il est défendu de faire du bruit en ville. Veuillez cesser le tapage. »« C'est toi qui fais le tapage. C'est comme si je circulais avec un orgue de barbarie. C'est la même chose. Et qu'est-ce que cela peut te faire ? » ?»« Il faut une autorisation pour circuler avec un orgue. Et vous n'avez pas d'orgue. Et comme ça, vous dérangez les gens. Où êtes-vous domicilié ? » ?»« Une permission ?» hurla Katerina Ivanovna. « J'ai enterré mon mari aujourd'hui et on vient me parler d'autorisation. » »« Madame, soyez calme, commença le fonctionnaire. Venez, je vous reconduirai. Ce n'est pas convenable, ici, en public. Vous êtes souffrante. »« Monsieur, vous ne savez rien, » criait Katerina Ivanovna. « Nous allons perspective Nevski. Sonia, mais où est-elle ? Elle pleure aussi. Mais qu'avez-vous donc tous ? Kolia, Lenia, où allez-vous ? S'écria-t-elle effrayée. Oh, les petits sots ! Kolia, Lenia, mais où vont-ils ? Kolia et Lenia, effrayés au dernier degré par la foule et les excentricités de leur mère démente, voyant enfin le sergent de ville qui voulait les prendre et les emmener avec lui, se prirent par la main et s'enfuirent. Katerina Ivanovna se précipita avec un sanglot à leur poursuite. C'était un spectacle laid et pitoyable que cette femme qui courait en sanglotant et en suffoquant. Sonia et Poletchka s'élancèrent derrière elle. « Fais-les revenir, je t'en supplie, Sonia. Oh, enfant sot et ingrat. Voilà, attrape-les. C'est pour vous que je... » Elle trébucha en pleine course et tomba. « Elle s'est blessée, il y a du sang. Oh mon Dieu !» s'écria Sonia en se penchant sur elle. Tout le monde accourut et se pressa autour de Katerina Ivanovna. Raskolnikov et Lebeziatnikov arrivèrent les premiers. Le fonctionnaire s'était aussi hâté d'accourir. L'agent l'avait suivi en grognant. « Oh là !» avec un geste de la main. Il pressentait que l'affaire allait être laborieuse. « Circulez, circulez !» criait l'agent en essayant de disperser la foule. « Elle se meurt !» cria quelqu'un. « Elle est devenue folle !» prononça un autre. « Mon Dieu, protégez-la !» prononça une femme en se signant. « A-t-on attrapé la fillette et le gamin ? Les voilà qui arrivent, leur aîné les a rattrapés. Regardez-les, les étourdis. » Mais lorsqu'on regarda Katerina Ivanovna de plus près, on vit qu'elle ne s'était nullement blessée à une pierre comme l'avait cru Sonia, mais que le sang qui avait rougi le pavé lui avait jailli de la poitrine, par la gorge. « Je sais ce que c'est. J'ai déjà vu ça, » murmurait le fonctionnaire à Raskolnikov et à Lebeziatnikov. « C'est la phtisie. Le sang jaillit et vous étouffe. C'est arrivé à l'une de mes parentes. Il n'y a pas longtemps. J'ai été témoin. Il est jailli soudain un verre et demi de sang. Que faire, pourtant ? Elle va mourir tout de suite. »« Par ici, chez moi !» implorait Sonia. « J'habite là, c'est cette maison, à 2 portes d'ici. Chez moi, vite, vite !» priait-elle en s'adressant à droite et à gauche. « Envoyez chercher le docteur. Oh, mon Dieu !» Grâce à l'aide du fonctionnaire, les choses s'arrangèrent. L'agent lui-même aida au transport de Katerina Ivanovna. On l'emporta, presque mourante, dans la chambre de Sonia, et on l'étendit sur le lit. L'hémorragie ne s'arrêtait pas, mais Katerina Ivanovna semblait revenir à elle. Plusieurs personnes pénétrèrent ensemble dans la chambre. Il y avait là Sonia, Raskolnikov, Lebeziatnikov, le fonctionnaire et l'agent qui avaient d'abord dispersé la foule. Quelques curieux les avaient accompagnés jusqu'à la porte. Poletchka menait par la main Kolia et Lenia, tout en larmes et tremblant. Des gens sortirent de l'autre pièce du logis. Kapernaoumov lui-même, un homme boiteux et tout difforme, l'air bizarre, les cheveux et les favoris en hérisson, sa femme, qui semblait éternellement effrayée, et quelques-uns de leurs enfants, le visage figé dans une permanente expression d'étonnement et tenant la bouche ouverte. Parmi tous ces gens apparut Svidrigaïlov. Raskolnikov le considéra, étonné, ne comprenant pas d'où il était tombé et ne s'expliquant pas sa présence dans la foule. On parlait d'aller chercher le médecin et le prêtre.
Le fonctionnaire, quoiqu'il eût chuchoté à l'oreille de Raskolnikov que c'était superflu, envoya quand même quérir un docteur. C'est Capernaumov lui-même qui alla le chercher. Entre-temps, Katerina Ivanovna reprit haleine. Le sang s'était provisoirement arrêté. Elle regardait Sonia d'un regard douloureux, mais aigu et perçant. Celle-ci, toute pâle, lui essuyait les gouttes de sueur qui perlaient à son front. Enfin, Katerina Ivanovna demanda qu'on la fasse asseoir. On la releva sur le lit en la soutenant des deux côtés. « Où sont les enfants ?» demanda-t-elle d'une voix faible. « Tu les as amenés, Polia ? Oh, les sots ! Allons, pourquoi vous êtes-vous enfuis ? Oh !» Le sang souillait encore ses lèvres desséchées. Elle regarda de divers côtés, tâchant de reconnaître l'endroit. « C'est ici que tu vis, Sonia, et je ne suis jamais venue chez toi. Il a fallu... » Elle la regarda avec souffrance. « Nous avons sucé toute la vie hors de toi, Sonia. Polia, Lénia, Kolia, venez ici. Alors les voici, Sonia, tous, prends-les entre tes mains. Pour moi, c'est suffisant. Le bal est terminé. Ah, laissez-moi, lâchez-moi, laissez-moi au moins mourir en paix. » On la laissa aller sur les oreillers. « Quoi, un prêtre ? Il n'en faut pas. Vous avez donc un rouble de trop ? Je n'ai pas de faute. Dieu ne peut pas ne pas me pardonner quand même. Il sait bien, lui, comme j'ai souffert. Et s'il ne me pardonne pas, je m'en passerai. » Un délire inquiet prenait de plus en plus possession d'elle. Parfois, elle frissonnait, regardait tout autour d'elle, reconnaissait tout le monde pour un instant, mais tout de suite, le délire s'emparait à nouveau d'elle. Elle râlait. On entendait une sorte de bouillonnement dans sa gorge. « Je lui dis, « Votre honneur !» s'écriait-elle en soufflant après chaque mot. « Cette Amalia Ludvigovna. Oh, Lénia, Kolia, allons, mettez les mains aux hanches. Vite, vite, vite. Glissez, glissez le pas de basque. Frappez des pieds. Soyez des enfants gracieux. Du hast Diamanten und Perlen. » Comment est-ce la suite ? Si l'on pouvait chanter cela. Du hast die schönsten Augen, Mädchen. Was willst du mehr ? Évidemment. Évidemment. Was willst du mehr ? Il l'a trouvé, le nigaud. Ah oui, voici encore. Sous le soleil de midi, dans la vallée du Daghestan. Oh, comme j'aimais cette romance à la folie, Poletchka. Tu sais, ton père le chantait lorsqu'il était mon fiancé. Oh, ces jours, si nous pouvions la chanter, comment est-ce donc ? Je l'ai oublié. Rappelez-moi donc, comment est-ce ? Elle était dans une agitation extrême et s'efforçait de se soulever. Enfin, elle commença à chanter d'une voix effrayante, rauque, cassée, criant les mots, perdant haleine. Une expression d'effroi croissant envahissait son visage. « Sous le soleil de midi, dans la vallée du Daghestan, du plomb dans la poitrine. »« Votre honneur !» hurla-t-elle tout à coup d'une voix déchirante, le visage tout baigné de larmes. « Protégez les orphelins, vous qui avez connu l'hospitalité de feu Sémion Zakharovitch. On pourrait dire aristocratiquement. Ah !» Elle frissonna et, reprenant soudain conscience, regarda ceux qui l'entouraient avec une sorte d'épouvante. Elle reconnut immédiatement Sonia. « Sonia ! Sonia !» prononça-t-elle humblement et gentiment, comme si elle s'étonnait de la voir devant elle. « Sonia, chérie, tu es là ?» On la redressa de nouveau. « Assez ! Il est temps. Adieu, ma vie malheureuse. La rosse est fourbue. Éreintée !» cria-t-elle avec désespoir et haine, et elle s'effondra sur l'oreiller. Elle perdit de nouveau conscience, mais ce dernier évanouissement ne dura guère. Son visage émacié, jaune, se renversa en arrière,
sa bouche s'ouvrit, ses jambes s'étendirent spasmodiquement. Elle soupira profondément et mourut. Sonia tomba sur son cadavre, l'entoura de ses bras et resta figée dans cette pose, la tête appuyée contre la poitrine desséchée de la défunte. Poletchka embrassait les jambes de sa mère en sanglotant. Kolya et Lénia, ne comprenant pas encore ce qui était arrivé, mais pressentant que c'était quelque chose d'effrayant, s'étaient saisis l'un l'autre aux épaules, les yeux dans les yeux, et, soudain, ils ouvrirent ensemble la bouche et se mirent à crier. Tous les deux étaient encore costumés, l'un portait le turban, l'autre le bonnet avec la plume d'autruche. Et comment arriva-t-il que le bulletin d'éloge se trouva là, sur le lit, à côté de Katerina Ivanovna? Il se trouvait là, à côté de l'oreiller. Raskolnikov l'aperçut. Il s'approcha de la fenêtre. Lebeziatnikov accourut vers lui. « Elle est morte, dit-il. »« Rodion Romanovitch, je voudrais vous dire 2 mots, » dit Svidrigaïlov en s'approchant. Lebeziatnikov céda tout de suite sa place et s'effaça avec délicatesse. Svidrigaïlov emmena Raskolnikov plus loin encore, dans le coin. « Je prends sur moi toutes ces histoires. Je veux dire, l'enterrement, etc. Vous savez, il suffit d'avoir de l'argent. Et vous n'ignorez pas que j'ai de l'argent en trop. Ces 2 petits et cette Poletchka, je les placerai dans quelque institution pour orphelins, quelque chose de bien, et je verserai un capital de 1500 roubles au nom de chacun d'eux, argent qu'ils toucheront à leur majorité, pour que Sofia Semyonovna soit complètement tranquille. Elle, je vais la tirer du pétrin aussi, parce que c'est une bonne jeune fille, n'est-ce pas? Alors, dites à Avdotia Romanovna que c'est ainsi que j'ai employé ces 10 000 roubles. « Dans quel but faites-vous ces largesses ?» demanda Raskolnikov. « Ah, là. Homme de peu de foi, » dit Svidrigaïlov, et il se mit à rire. « Je vous ai dit que c'était de l'argent que j'avais en trop. Vous n'admettez pas que j'ai pu faire cela par simple humanité? Quand même, ce n'était pas un pouls. » Il montra du pouce le coin où reposait la défunte. « Comme la vieille usurière. Convenez-en. Est-ce Lougine qui doit vivre et commettre des infamies, ou est-ce elle qui doit mourir? Et si je n'aidais pas, Poletchka, par exemple, suivrait la même voie? » Il avait prononcé ces paroles avec une mine gaie, friponne, avec l'air d'être prêt à faire un clin d'œil, et sans quitter Raskolnikov des yeux. Raskolnikov pâlit et sentit un froid l'envahir en entendant répéter les paroles qu'il avait dites à Sonia. Il se recula vivement et regarda Svidrigaïlov, abasourdi. « Comment savez-vous » balbutia-t-il en respirant avec peine. « Mais je me trouvais ici, derrière ce mur, chez Madame Reslich. Ici, c'est Kapernaumov. Là-bas, c'est Madame Reslich, une très vieille et fidèle amie. Je suis un voisin. »« Vous ?»« Moi, » continua Svidrigaïlov, tout secoué par le rire. « Et je puis vous assurer, mon très cher Rodion Romanovitch, que vous m'avez énormément intéressé. Je vous avais bien dit que nous allions nous entendre. Je vous l'avais prédit. Et voilà, c'est fait. Et vous verrez quel homme plein de bon sens je suis. Vous verrez qu'on peut encore vivre avec moi.